Bonsoir, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat public chez nous. Ici, comme vous le savez, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités au sommaire ce soir. Loin d'une obligation nouvelle, l'acte pris sonne comme un rappel, sauf que désormais on est face à une liste actualisée qu'on vous fera découvrir au fur et à mesure que nous évoluerons dans ce plateau avec nos différents invités. Nous aborderons l'épineuse question de la déclaration de patrimoine. Le décret signé du chef de l'État Patrice Talon le 11 septembre 2024 fixe les autorités et agents publics soumis à cette obligation. Et nous avons des questions. Quel est l'état des lieux en République du Bénin avec la nouvelle donne? Les concernés vont-ils s'y conformer? Que prévoit la loi? Et quel rôle doit jouer la Cour des comptes pour rendre cette obligation véritablement effective? Le grand rendez-vous lance le débat. Dans un instant, à suivre l'opinion de l'éditorialiste, suivrons les points de vue de nos débatteurs. Nous irons au cœur du sujet avec de bons et de mauvais élèves. Autour de la question, nous aurons l'éclairage de notre consultant dans l'œil de l'expert, Martial Patenoy, docteur en droit privé à l'université d'Abomey-Calavi. Qui doit déclarer? Que doit-on déclarer? Et comment déclarer? Les explications du juriste sont à suivre. Et des dispositions aux réalités des acteurs de la société civile en leur regard. Nous aurons en plateau Joël Ataï-Guénébé, il est expert en gouvernance. Il se prononcera sur les constats. On verra dans le cours de nos échanges le rôle qu'il joue pour faire de ce principe une valeur. C'est le grand rendez-vous. Bienvenue chez nous. Ici, le point de vue de chacun compte et dans un instant, la discussion avec nos analystes plateau, à commencer par notre chroniqueur Omar Salouf. Bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Merci d'être là, vous êtes notre éditorialiste, vous êtes analyste politique. Bienvenue à vous également, Ahmed Picardi. Bonsoir. Bonsoir Christian Dandéguin, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3. Voilà, on vous répond présent. Merci beaucoup, vous êtes analyste, acteur de la société civile, fidèle à ce plateau. Et bonsoir à vous, Hamza Tablaï. Bonsoir. Bienvenue. On rappelle que vous êtes consultant politique et géopolitique, spécialiste relations internationales et diplomatie. Et puis nous avons notre spécialiste des droits humains et de la démocratie à vos côtés, Landry Adelacour. Bonsoir Landry. Bonsoir Christian, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers amis. Voilà, merci. Le débat dans un instant, mais avant on va donner la parole à notre éditorialiste. Si vous êtes autorité placée à des postes clés de la République, des fonctions de la chaîne de dépenses, agents publics, élus, magistrats, greffiers, en tout cas la liste est bien longue, la déclaration de patrimoine à l'entrée et à la sortie s'impose à vous, n'est-ce pas Omar Salouf? Oui Christian, il est fait obligation à certaines catégories d'élus et de fonctionnaires d'État de faire la déclaration de leurs biens aussi bien à l'entrée qu'à la sortie de leurs fonctions. En application des dispositions de la loi 2020-09 du 23 avril 2020 portant création, mission, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin, le chef de l'État a pris le décret numéro 2024-1088 du 11 septembre 2024 fixant la liste des autorités et agents publics soumis à l'obligation de la déclaration de patrimoine. En substance, ce décret s'applique entre autres au président de la République et aux membres du gouvernement, aux personnes élues à une fonction publique, aux autorités nommées dans les fonctions de la chaîne des dépenses publiques, à une catégorie de magistrats, greffiers, officiers de défense et de la sécurité publique, aux officiers responsables de l'administration des impôts, des douanes, des eaux, forêts et chasses affectés dans un poste de contrôle, etc. La loi existe toute belle, mais qu'en est-il de son application? Depuis 2016, où le gouvernement de la rupture a affiché une volonté manifeste d'enrayer la corruption à travers diverses initiatives,
À quel niveau l'obligation de déclaration de patrimoine a-t-elle été respectée? Déclarer son patrimoine au début de sa fonction est un acte de bonne foi qui met en exergue l'engagement à respecter strictement le bien public. C'est tout simplement le serment à ne se contenter que des avantages réglementaires liés à la fonction. Déclarer son patrimoine à la fin de sa fonction, c'est justifier d'avoir respecté l'engagement de départ. Autrement, la sincérité de la personnalité publique est remise en cause. Dans un pays aux ressources limitées comme le Bénin, où la répartition des richesses laisse à désirer, des mesures de contrôle et de coercition devraient exister pour une réelle application des tests. C'est à ce niveau que la Cour des comptes et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, nouvellement créé, devront travailler en tandem pour que nul ne se mette au-dessus de la loi. Pour que nul ne se mette au-dessus de la loi. C'est vrai qu'il y en a qui sont au-dessus de la loi. En tout cas, on verra beaucoup plus en profondeur dans nos analyses. Le constat de terrain, une loi. Ensuite, il y a eu ce décret pris par le chef de l'État il y a de cela quelques semaines, qui sonne pour vous comme un rappel, Ahmed Picardy? Je pense que cela peut être vu comme un rappel. Mais au-delà de ce rappel, il faut dire que cette obligation faite aux personnalités à divers niveaux, aussi bien nominatif qu'au niveau électif, cette obligation est d'ordre constitutionnel. Ce n'est pas un fait nouveau en République du Bénin. C'est un fait qui est marqué dans les marbres de notre Constitution depuis 1990, notamment autour des articles 52 de la Constitution de 1990 et qui a été reconduit dans la Constitution modifiée ou revue. Maintenant, une chose est que nous ayons des tests, mais en la matière, il faut dire qu'il est triste. Il est vraiment triste de constater que des esprits brillants ont voulu, je dirais, à travers les tests, faire asseoir la base. Parce que je dis, en termes de lutte contre la Constitution, excuse-moi, en termes de lutte contre la corruption, l'obligation de déclaration de patrimoine est l'acte fort principal que nous avons posé en République du Bénin. Est-ce que cet acte fort est respecté? Est-ce que cet acte fort est pris en compte aussi bien par ceux qui ont légiféré, par ceux qui exécutent, par ceux qui doivent obliger à l'exécution? C'est une question à laquelle nous allons répondre. Mais le constat est triste et nous allons en parler. On va en parler, on en parle d'ailleurs déjà. Oui, Hamzat Ablaye, il y a quand même une loi qui existait, qui a été entre-temps abrogée. C'était en 2020. À cette époque-là, les acteurs de la société civile sont montés au créneau pour se poser un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne la suppression de l'article 2 de cette loi en ce moment, avec la nouvelle loi et le décret qui a été pris par le chef de l'État. Est-ce pour rétablir ce qu'on avait entre-temps soustrait? Je pense que la corruption, c'est ce sujet qui revient tout le temps sur la table. Et quand il revient, tout le monde se regarde et on a l'impression que personne n'avance. Et on est en plein dedans. J'ose prendre au mot ce que vient de dire Ahmed Picardy sur la question et je suis d'accord avec lui. Il y a un gouffre immense entre les lois qui sont votées et les décrets parfois qui sont pris et la réalité du terrain. Et quand il s'agit surtout de la corruption, qui a d'ailleurs d'autres tentacules comme la gabegie, le népotisme, le clientélisme, le favoritisme et j'en passe, quand on prend cette nébuleuse de la corruption, eh bien, c'est une question qui embête en réalité. Et pour exécuter les lois prises dans ce carcan, il est important que tout le monde s'implique. Et aujourd'hui, c'est l'absence de volonté à tous les niveaux qui fait défaut dans la réalité des choses. Sinon, que vous soyez élu, c'est vrai que la loi elle est claire par rapport à ça. Il s'agira beaucoup plus de personnes élues à une fonction publique. Et ça, la Constitution, dans l'article 52, l'a explicité. Mais est-ce qu'on a en réalité besoin d'une police ou d'une gendarmerie avant de se mettre au pas
quand il s'agit de la lutte contre la corruption? Je ne pense pas. Et je pense qu'on n'apprend pas de notre histoire en réalité, surtout quand il s'agit de corruption. J'ose croire que ce décret va véritablement mettre les personnes concernées sur les rails pour faire en sorte que entre la loi et la réalité, ce gouffre ne persiste pas. Alors, vous avez parlé d'absence de volonté. Devrait-on parler d'absence de volonté quand on sait que nous avons notre constitution qui a institué cela, il y a une loi pour appliquer tout cela. Est-ce que la volonté n'y est pas? La volonté du législateur, la volonté du peuple béninois à travers sa constitution? Oui, je pense que la réponse serait affirmative, puisque nous avons pu remarquer que, comme ils l'ont rappelé tout à l'heure, que depuis 1990, nous l'avons consigné dans la loi fondamentale et nous avons modifié la loi fondamentale en 2019 et nous avons ramené encore la même disposition, mais cette fois-ci en essayant bien sûr de l'arrimer à la nouvelle architecture du pays avec la création de la Cour des comptes. Et donc, la volonté y est. Après, il y a eu des lois, il y a eu des modifications, il y a eu de nouvelles lois qui ont été adoptées. La volonté y est. Et donc, la volonté du peuple béninois, à travers d'abord le constituant de 90 et à travers le législateur d'abord de 2011 avec la loi de 2011-20 et à travers aussi les conditions dérivées de 2019 donc avec la modification et à travers encore le législateur de 2020 dont la volonté y est. Maintenant, il y a une volonté. C'est la volonté de ceux qui sont chargés de l'exécution de ces différentes lois. Et donc, la loi ne servirait à rien s'il s'agit tout simplement de légiférer, de prendre les normes et attendre. Donc maintenant, il faut que nous puissions aller vers la mise en œuvre de la loi. La mise en œuvre de la loi, ce n'est pas du rôle du législateur. Le législateur, donc, qui représente le peuple béninois, a fini de faire son travail. Il faut que ceux-là que nous avons aussi élus, à qui nous avons confié un mandat, je dirais, électif, ou encore qui ont aussi confié des objectifs nominatifs à certains, puissent maintenant gérer le cas qui reste, c'est l'application de la loi. Et donc, si l'application n'est pas faite, on va conclure cette fois-ci qu'il y a absence de volonté politique. Vous voyez donc que c'est une réponse à double volet. Volonté politique, il y a du fait de l'adoption des tests, absence de volonté politique du fait de l'inapplication des tests. Et donc, nous sommes là en phase, et je pense qu'avec les lois ou les réformes qui sont en train d'être faites, peut-être que nous irons cette fois-ci à l'effectivité des normes qui ont été élaborées et prises. Justement, de voir l'effectivité, quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour véritablement contraindre les acteurs concernés à se conformer à la loi. Allons voir un peu la pratique chez nous. Avec vous, Omar Salouf, déjà, on se plaint du fait que les premiers acteurs concernés par la déclaration de patrimoine ne s'y conforment pas. Dans un passé récent, aujourd'hui, on passe à l'allongement de la liste puisque on l'a étendu à d'autres secteurs. On parle des greffiers, on parle des magistrats et bien d'autres. Est-ce que ça ne vient pas, un temps soit peu compliquer le fait, la compréhension, la volonté de faire? Bon, oui, ça vient compliquer, ça vient embrouiller davantage parce que la loi existait, toute belle, mais ça n'a jamais été fait objet d'application. Si le législateur a pensé qu'il faut mettre en place des lois pour amener ceux qui ont la gestion d'une parcelle de pouvoir dans notre pays de faire la déclaration, c'est parce qu'on a estimé que les avantages liés au poste, aux fonctions sont suffisants pour vivre bien, pour être engagé au service de l'État et qu'on ne devrait plus regarder du côté du bien public. Mais si durant tout le temps, il n'y a pas eu cette volonté politique d'application, c'est que nous n'avons pas encore une compréhension du bien public et du bien personnel. On a tendance à croire que on estime que ça nous appartient tous et que on devrait se faire confiance au point où on n'a pas besoin de faire la déclaration de biens. On a vu par le passé des présidents de la République qui n'ont jamais fait une déclaration de biens. On a vu des ministres, même sous ce régime, qui n'en ont pas fait. Et donc, on n'a pas fini de régler cela. Si le président de la République a estimé qu'il faut rallonger la liste, j'espère qu'il y a maintenant des mesures coercitives pour faire respecter scrupuleusement, à commencer par le gouvernement déjà, que tous les ministres, que tous les 25 ou 35, je ne sais plus, tous les ministres, la vingtaine de ministres, que tous fassent les déclarations de patrimoine, que tous
députés, que tous les élus locaux, communaux et tout fassent cette déclaration et que l'exemple soit donné afin qu'on soit à l'aise de voir nos représentants à divers niveaux exercer leurs fonctions sans toutefois soupçonner qu'ils sont en griffe en train d'utiliser le bien public pour exister. Voilà. Alors, un décret, oui, allez-y, je voudrais dire ceci, que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je pense qu'en République du Bénin, dans notre patrie, la mère patrie le Bénin, nous sommes en face, je dirais, de l'une des lois les plus, je dirais, les plus amusantes. Amusantes en griffe. En fait, les politiques sont en train de jouer à un jeu, à une farce avec le peuple. Pourquoi? Au Coco Fintoleo, Mitou, Nabiye, et non il au Kamei. Au Coco Fintoleo, Mitou, au Dé, Saint-Dobé. Mais concernant cette loi, comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'une autorité prenne fonction et qu'elle ne déclare pas? C'est grave, c'est moralement grave, c'est intellectuellement grave, c'est législativement grave et c'est juridiquement grave. Qu'une autorité prenne fonction sans déclarer son patrimoine en amont, c'est-à-dire en pré. Et que cette autorité a, je dirais, a le bon loisir de prendre fonction, d'exercer ses fonctions pendant 1, 2, 3, 4 mois. Souvent, on a dépassé le délai, je dirais, prescrit par la loi pour déclarer. Et puis, rien n'est fait. Cette autorité n'est pas inquiétée. On lui fait un rappel. De temps en temps, le président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agit des députés, dit « Allez-y faire vos déclarations, c'est constitutionnel », et puis ça passe. Et quand il s'agit de postes nominatifs, de temps en temps, les acteurs de la société civile viennent, je dirais, devant la scène publique pour dire « Ah, il faille que vous fassiez vos déclarations », et puis ça passe. Tout est même idée. Ou le voleur de poulet, c'est la sanction positive qui lui convient. Et dans le même moment, les tests constitutionnels de la loi ne sont pas respectés par ceux qui doivent donner l'exemple. Et même encore là. Parce que vous pensez quoi alors? Parce qu'il n'y a pas un moyen de coercition. Il est obligé. D'abord, il n'y a pas une volonté individuelle. Oui, que faire? Premièrement, il faille que dans le corpus législatif, qu'on dise désormais, lorsqu'un individu, parce qu'un individu, je suis un individu aussi, un individu est nommé ou encore élu, avant de prendre fonction, il doit déclarer. S'il ne déclare pas, il ne prend pas fonction. Obligation, limite, dure et ferme. S'il veut être autorité dans notre pays, il doit déclarer. Il est obligé de déclarer. S'il ne déclare pas dans un certain nombre de jours, on le substitue pas, on le remplace. Secondo, qu'on nous dise de façon claire que quand une personne est élue par nos populations, que cette personne, je dirais, ne déclare pas, ou qu'elle fasse encore, parce qu'il y a une possibilité de déclarer et faire encore de la fausse déclaration. Au cas où il y a fausse déclaration, ou encore déclaration non complète, que cette personne puisse être poursuivie. La Cour des comptes dont nous parlons, c'est à quoi son rôle au juste? Moi, je suis, en tant que jeune, parce que moi, je voudrais voir la bonne gouvernance par l'exemple. Mais je suis triste. Je pense qu'il a essayé de répondre à toutes nos préoccupations, aussi bien que j'ai du plaisir à l'écouter. La difficulté, en réalité, elle est là. Ça dit, nous avons des tests et nous n'avons pas suffisamment prévu de mécanismes contraignants. S'il y avait des contraintes autour, je pense que ce ne serait pas le nez au vent ou bien pas plaisir, selon l'humeur de chacun, qu'on se lève pour aller faire des déclarations. On saurait qu'il faut déclarer avant de prendre fonction. Et vous allez voir que, surtout les acteurs politiques qui adorent les nominations, vont tout faire pour déclarer leur bien avant de prendre. Parce qu'il l'a dit, c'est une question de moralité publique, c'est une question de bonne gouvernance. On doit savoir à quel stade vous étiez et quand vous avez été nommé, voici les avantages qui accompagnent le poste. Est-ce qu'à la fin de votre mission, vous êtes censé avoir le patrimoine que vous avez aujourd'hui? Cela permet donc, et au commissariat que le chroniqueur Omar Salif a rappelé tout à l'heure, de faire très bien son travail. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le haut commissariat, si les déclarations sont faites, eux ont les informations pour attirer l'attention de chacun sur le risque. Tout à l'heure, Hamzat faisait le lien de la corruption entre la corruption et les autres infractions qu'on connaisse. Mais il y a une infraction qui est rattachée à la corruption qui aujourd'hui nous inquiète tous, c'est le blanchiment de capitaux. C'est très important. C'est le blanchiment de capitaux et le blanchiment de capitaux est rattaché au terrorisme. Et donc, quand on voit le lien entre les infractions, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas laisser, c'est-à-dire faire une question, je dirais, d'amitié par rapport à la déclaration, c'était dessus. Donc, c'est très important. C'est une obligation qu'on se donne. On ne va pas s'amuser, il faudrait qu'on le fasse. Mais l'autre chose que j'ai remarqué, et qu'après, je pense que les gens vont discuter dans les ateliers, c'est qu'il y a d'abord une inflation législative. Depuis 2016, c'est une évidence, tout le monde le conçoit.
fois. Mais après, c'est qu'il y a de l'amalgame dans les lois. Quand j'entends dire que la loi de 2011-20 est abrogée, je ne sais pas quelle loi l'a abrogée. Là, je mets des réserves. Ce que moi je sais que j'ai lu dans la loi de 2020 qui a consacré la création du Haut Commissariat, c'est que le dernier article, qui est l'article 12, si j'ai bonne mémoire, dit que la loi numéro 2011-20 est abrogée en ce qui concerne. Je pense l'article 3 alinéa 2. Donc, l'alinéa 2, c'est l'alinéa 2 de l'article 3 qui est abrogé. Cela voudrait dire quoi? Que la loi elle-même n'est pas abrogée. Et parce qu'il faut faire attention, quand on légifère, il faut voir les formules finales. Quand on dit que le président décret ou bien le président arrêté, tout ça, abroge les dispositions antérieures contraires. Il s'agit des dispositions qui sont antérieures et qui sont contraires. Les dispositions antérieures qui ne sont pas contraires ne sont pas abrogées par la nouvelle loi. Donc, en termes, ça dit sur le plan purement légistique, c'est ce que je conçois. Donc, après, avec tout ce que nous avons là, je ne sais pas trop. Donc, c'est pour cela que je dis, c'est une question que je pose. Et je sais que les membres du gouvernement, les acteurs de la société civile qui s'intéressent à ces différentes questions-là pourraient nous répondre. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire techniquement qu'il y a une seule disposition qui vient abroger la loi de 2011. La seule disposition qui en parle, c'est dans la loi de 2020 et ça n'abroge que l'alinéa 2 de l'article 3. Oui, je suis autant embrouillé que vous, mais je vais vous promettre quelque chose. Oui, si vous voulez déclaration, ça se fera. Les politiciens ils vont faire les déclarations. Mais quelle est la véracité de ces déclarations? Un politique nommé ou élu va faire une très belle déclaration de son patrimoine, mais en réalité, il en a peut-être ou certainement plus que ça. Quel est le mécanisme mis en place pour s'assurer de ce que... On peut compter sur la bonne foi. Oui, la bonne foi. Parce que j'aborde cet angle parce que nous avons eu par le passé beaucoup de bruit par rapport à cette affaire de déclaration où, par le passé certainement, où jusqu'à présent, on sait qu'il y a des gens qui ont des patrimoines déclarés au nom d'un tel ou tel autre individu, si ce n'est pas un cousin, si ce n'est pas un neveu, si ce n'est pas sa femme. Les prêtres, non. Voilà. Et donc, quelles sont les mesures mises en place, le mécanisme mis en place pour que la déclaration du patrimoine soit vraiment effective, soit de bonne foi, soit quelque chose auquel on doit prêter toute attention positive pour se dire que, effectivement, telle personne a déclaré ses biens. Les politiciens, les élus du peuple, les gens nommés à divers postes, ils vont le faire et on va s'en tenir à ça. Que ce soit à la sortie, à l'entrée ou à la sortie de leur fonction, on va juste se contenter de ce qu'ils vont donner là. Qu'est-ce qui peut constituer selon vous le blocage, c'est-à-dire ce qui ne stimule pas la volonté des différents acteurs cités à se conformer aux dispositions de cette loi? Non, mais je trouve que c'est une gangrène quand il s'agit de déclarer ses biens. Moi, j'irais même en disant que c'est une question d'éducation. Vous savez, dans nos régimes, on se dit démocratie, démocratie bon teint, on se le dit. Mais en même temps, on prône un certain libéralisme aussi. Mais le libéralisme, quand il atteint le politique, ça devient un danger. C'est-à-dire quand vous avez un homme qui est élu ou nommé à une fonction publique d'une certaine façon, il entre avec une vision du libéralisme, c'est-à-dire j'entre tel que je suis, mais je ne ressortirai jamais tel que je suis entré. Et c'est ça qui pose le problème fondamental, l'absence de volonté, comme je continue de le marteler. Et à deux niveaux, parce que l'absence de volonté politique, on l'a tous dit sur ce plateau, mais il y a aussi l'absence de la volonté individuelle, personnelle. Pas individuelle, mais judiciaire. D'accord. Oui, judiciaire parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Le judiciaire est un peu l'outil qui peut flageller celui qui est de l'autre côté de la règle de droit. Ça, on le sait. Mais est-ce que le judiciaire ici fait ce qu'il faut, fait le nécessaire pour faire son travail? Quand on a nommé... Aujourd'hui, qui sont impliqués, aujourd'hui, qui sont sur la liste, les acteurs de la justice. Les acteurs de la justice, le Haut Commissariat, par exemple, qui n'est pas véritablement un acteur de la justice, mais qui contribue tout de même à ce que la justice ait les outils et les armes pour faire le job. Mais vu qu'il y a une absence
collective de volonté à tous les niveaux, sur toutes les échelles par rapport à cette question, eh bien ça aura du mal à prendre. Et moi, je saluais tout à l'heure ce décret du chef de l'État qui pourrait, j'insiste là-dessus, pourrait mettre les personnes concernées sur les rails. Mais on doit se le dire, nous sommes dans une réalité aujourd'hui qui nous oblige à douter. Et moi, je suis très dubitatif par rapport à la question. C'est-à-dire, c'est très beau tout ça. On a une loi, et Landry a bien fait de le dire, l'ancienne loi n'était pas morte. En réalité, la nouvelle n'a fait que renforcer l'ancienne. Et toutes les autres dispositions et dispositifs autour ne font que renforcer l'idée qu'on a, c'est-à-dire le gouvernement de Patrice Talon veut en finir avec la nébuleuse de la corruption et de tout ce qu'il y a autour, même si on ne met pas l'accent sur ce qu'il y a autour. Mais c'est ça son principe. Mais est-ce qu'on met véritablement la volonté politique là-dessus? Est-ce qu'on met les moyens qu'il faut pour que le judiciaire également puisse y arriver? Telle est la question. L'autre chose, et j'insiste là-dessus, c'est que, et je partage l'avis de l'éditorial sur la question, c'est-à-dire dès qu'il y a une nomination, le principe voudrait tout de même qu'il y ait une déclaration du patrimoine. Mais dans la réalité aujourd'hui, ce n'est pas le cas et c'est ce qu'on ne fait que dénoncer une nouvelle fois. On ne peut pas devenir un État développé si, dans le fond des choses, ceux qui dirigent ou ceux qui sont nommés à des postes dirigeants ne font pas ce qu'il faut en matière de déclaration de leur patrimoine. Et ça crée un vide qui fait en sorte qu'à la fin des mandats, vous allez le constater, en 2026, on ne va pas avancer tant que ça. Disons la vérité, on ne va pas avancer tant que ça parce que le système en soi n'est pas prêt pour changer. Et ça, c'est quand même dommage. On va voir d'abord, vous allez revenir tout à l'heure, la réaction des citoyens à la suite donc de ce décret pris par le chef de l'État pour appuyer cette loi. Dans notre rubrique Dans le prétoire avec Mardo Chegounou, Moufid Sabour. Je pense que le décret pris par le gouvernement, cette initiative, elle est la bienvenue, même si c'est arrivé un peu tard. Le principe existait déjà, sauf que sous ce régime, ça n'a pas été du tout valorisé. En tout cas, l'actualité ne nous a pas montré l'obligation de la déclaration des patrimoines des autorités politico-administratives. Et donc, ce décret qui vient d'être pris par le gouvernement, même si ça a connu de retard, ça permet de renforcer le principe de la bonne gouvernance, le principe de la démocratie. Le bel exemple, je crois que lorsque vous prenez l'actuel président sénégalais, il a déclaré c'est bien et ça a même circulé sur les réseaux sociaux. Même chose pour le Premier ministre Ousmane Sonko. Et donc, voici voilà des beaux exemples auxquels nous pouvons suivre. Ce décret participe de la moralisation de la vie politique. Et si chacun est soucieux du développement de ce pays, il doit pouvoir en faire la déclaration de ses biens dès lors qu'il est nommé à un poste de responsabilité. D'où la réponse à la deuxième question, que c'est une obligation. C'est dit donc que cela permet de détecter d'éventuels conflits d'intérêts et de prendre les mesures préventives pour éviter toute influence indue sur cette décision prise par les agents publics. La déclaration de patrimoine telle que prévue par le décret 2024-1088 du 11 septembre 2024 rentre dans la droite ligne des mesures de lutte contre la corruption. Et comme vous le remarquez, il y a eu récemment la nomination du haut commissaire à la lutte contre la corruption. Je crois que c'est dans la même droite ligne que cela se poursuit. Et cette déclaration est importante pour limiter, comme je l'avais dit tantôt, les cas de corruption et d'enrichissement illicite. Jamais, nous, on n'a jamais vu un politicien déclarer ses biens. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont, ils ramassent là, ils arrivent à déclarer, ils ne peuvent pas. C'est mieux à ce que chacun
déclare ses biens pour que le pays avance. Je pense que nous sommes maintenant en phase, parce que la lutte contre la corruption, ce n'est pas la bouche, il faut des actes concrets. Et c'est là, je félicite le gouvernement de M. Patrice Talon qui fait beaucoup dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous avons donc des outils, des mécanismes qui nous permettent donc de lutter efficacement donc, contre la corruption. Et tous les 2 ans, on doit donc passer donc, à un contrôle. Vous voyez, c'est vraiment réfléchi. Je pense que nous avons des parcours vraiment qui fait beaucoup dans ce sens-là pour que nous puissions avoir donc, la gestion du dette public de façon très correcte et nous pensons que nous sommes en phase. Moi, je ne sais pas pourquoi on prend la décision, puisque ça fait plusieurs années que plusieurs chefs d'État ont dit que les ministres qui vont nommer vont déclarer leur patrimoine et qu'eux-mêmes ils vont déclarer leur patrimoine à la prise de fonction comme à la descente de fonction. Mais aucun d'entre eux, je dis bien aucun, parce que de mémoire d'homme, je n'ai jamais su. Des gens ont fait un simulacre de déclaration de biens dans ce pays, plein. Alors, si le chef de l'État a pu prendre une telle décision, je crois que ça serait sanitaire si lui-même, Patrice Talon, le fait. Est-ce qu'il avait fait avant de prendre, au moment où il prenait le pouvoir? Est-ce qu'il avait fait? Non. Maintenant, est-ce qu'il le fera à sa descente du pouvoir? Ces ministres ne l'ont pas fait. Est-ce qu'ils le feront à leur descente du pouvoir? Ils n'ont pas le choix. Hein. Ils doivent respecter ça. Forcé. Ils n'ont pas le choix, ils doivent respecter. On doit suivre notre président Patrice Talon parce que c'est lui qui a le pouvoir actuellement. On ne peut rien faire. On doit le suivre pour que tout aille bien. Maman est nommé à Dougan. Nous avons deux pour Dougan. À Dougan. Donc, il y a mon nom. Et quand on a mis mes tovés, mais non, c'est là. Et là, nous m'ont gâté. Pour y aller, bon, il y a bien, tu es déjà les billets à déclarer. Et bien, il est on dit. Il y a un dos, il y a un bail, il y a un zan, mais des gens d'abord. Il y a un bail. Bon, il y a un c'est un signe ganji. Na mais il y a un nommé. Quand tu le commences à me la voir, ça y est quoi non il va indi. Il y a les billets d'or. Tout dans le goudoué. Eh bien, dans ce prétoire, nous avons entendu des juristes, nous avons entendu des citoyens. Réaction sur la compréhension qu'ils ont, peut-être sur... Oui, ce qui m'a fait sourire, c'est l'un des intervenants qui a dit qu'ils n'ont pas le choix. Ah ben, depuis toujours, la loi existait, mais ils ont choisi de ne pas déclarer. L'autre précision que je voudrais donner, c'est que à l'entrée de la fonction, il est bien de déclarer. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on en dit? Parce que la loi dit que autant d'entrer en fonction, il faut déclarer, autant en sortant de fonction, il faut déclarer. Tous les biens acquis pendant l'exercice de sa fonction, il faut les déclarer également pour qu'on compare avec ce qu'on a gagné pendant tout le temps, les possibilités d'acquisition qu'on a eues, est-ce que c'est en relation avec les acquis qu'on a effectivement. Et donc, cette précision-là est importante. Ce n'est pas uniquement en entrant en fonction qu'il faut déclarer les biens. Quand on descend également, il faut faire cette déclaration pour prouver, pour donner la preuve que quand on a géré, on s'est contenté de ces émoluments, qu'on s'est contenté de ces avantages et qu'on n'a pas regardé dans la caisse de l'État. Et en le faisant ainsi, on participe à la lutte contre la corruption. On participe à la lutte contre la corruption. Moi, ce que je peux retenir, c'est que ça devient désormais une obligation de déclarer le patrimoine. Mais même si c'est une obligation, il n'y a pas une coïncision derrière. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui oblige quelqu'un nommé à un poste public, un agent public, par exemple, en tout cas, sur la liste que nous avons. Rien ne l'oblige à le faire. C'est-à-dire, et ça, c'est un véritable problème, surtout quand vous entendez les différents intervenants. Il y a un problème majeur, c'est que quand vous prenez une décision, vous devez donner l'exemple. Moi, je trouve que le chef de l'État devrait être le premier à se rendre à la Cour des comptes, faire une déclaration des patrimoines. Parce qu'il l'a déjà fait. Il l'a fait. Il l'a déjà fait. Alors c'est très bien. Donc il faudrait que ceux qui sont à la tête, c'est-à-dire autour de lui, puissent prendre l'exemple en faisant donc la déclaration de leur patrimoine
pour que les autres puissent suivre et que derrière, on ne soit pas... Vous parlez de moyens de coercition, le Haut Commissariat, la prévention. Alors, avant le Haut Commissariat, il y avait l'autorité nationale de lutte contre la corruption qui n'était pas assez forte certainement, ce qui a conduit à sa disparition, sa dissolution, appelez-le comme vous voulez. Mais aujourd'hui, le Haut Commissariat est une sorte de nouvelle ANLC. Je n'y crois pas tellement, parce que est-ce qu'ils ont les outillages nécessaires qu'il faut? Ils ont reproduit les mêmes objectifs de l'ANLC, et c'est les mêmes missions sauf pratiquement. Sauf qu'ici on parle de prévention, on participe également. En parlant des moyens, est-ce que Jacques Migan a plus de moyens que M. Koupakia à l'époque, et qui n'avait pas d'ailleurs fait grande chose avec ceux dont il disposait? Donc telle est la question. Est-ce qu'il y a véritablement des outils de coercition derrière, ou des moyens coercitifs efficaces qui puissent faire en sorte que l'obligation devienne en réalité une coercition réelle sur le terrain? Ça, c'est la question. Et je finirai là-dessus en abordant un volet abordé par rapport à l'un des intervenants. Je pense qu'on doit aller vers une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique qui nous implique la rigueur quand on met en place des tests de loi. Les tests de loi, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on aille au-delà. Oui. Et c'est ça qui... Par exemple, aller au-delà. Aller au-delà, oui, c'est appliquer ce qu'on émet, ce qu'on légifère. C'est-à-dire, il faudrait qu'on applique, mais avec la dernière rigueur, tout ce qui est loi. Et ça part de là, ça fera en sorte que ça va décourager les personnes de mauvaise foi qui ont toujours à des postes nominatifs, qui sont toujours à des postes nominatifs. Qui font semblant. J'ai eu une interrogation, excusez-moi, j'ai eu une interrogation par rapport à l'intervention de Hamzat qui disait que rien ne les... il n'y a pas... Rien ne les y oblige. Mais la loi, une fois qu'elle existe, est une obligation. La question ne devrait normalement pas se poser si ce n'est que manque de volonté. Moi, je trouve que ce n'est que manque de volonté, à tous les niveaux d'ailleurs. Moi, je voudrais me poser cette question à mon très cher frère. Une obligation sans sanction, sans mesure, je dirais, de cadrage, n'est plus une obligation. Une obligation, en fait, j'ai l'impression que c'est juste une obligation morale qui n'est même pas moralement respectée. Pire, j'ai bien l'impression que nos tests en la matière ont été pris juste pour faire, je dirais, bonne figure auprès des partenaires internationaux. Sinon, dans la pratique, nous avons inscrit dans nos constitutions cette obligation depuis 1990. Je ne sais pas qui de mémoire ici peut nous dire que quelqu'un a été sanctionné pour ne pas avoir fait cette déclaration de patrimoine. Personne. Parce que je n'ai jamais entendu parler de cela. Non, il n'y en a pas. Personne. De 1990 en 2024, aucune autorité qui n'a pas fait, je dirais, sa déclaration n'a été inquiétée. C'est-à-dire que, en fait, c'est juste du jeu. Revenons à la loi. Donc, en fait, c'est à volonté de celui qui veut, je le fais. Si je ne le veux pas, je ne le fais pas. Mais je continue. Christian, je voudrais dire ceci. Lorsqu'on prend, je dirais, les nouveaux tests qui ont été publiés la dernière fois par le chef de l'État, bon, ces tests sont à saluer. Dans le sens où ces tests ont beaucoup plus détaillé et ont élargi l'assiette. Voilà. C'est de façon claire, on sait qui. Mais mieux, je pense que si j'ai bonne mémoire, dans le nouveau test, il est dit que lorsque une autorité, dans l'acte nominatif, il est inscrit dans son acte nominatif, je ne sais pas trop bien, si dans l'acte nominatif il est inscrit qu'il doit faire déclaration, il a l'obligation de faire déclaration. C'est-à-dire qu'au-delà des personnes qui ont été citées dans la loi, il y a cette nouvelle possibilité-là pour celui qui nomme de demander à celui qui est nommé de faire déclaration. Ça ouvre encore le champ. Maintenant, le champ pour aller où? D'accord. On vous écoute. Je pense que c'est vrai, à première lecture, on pourrait dire qu'il faut saluer. Non, je ne suis pas contre la réforme, moi je suis d'accord, parce que l'analyse que je fais depuis ce soir, c'est à croire que je suis contre la réforme. Je participe, bien sûr, à la mise en œuvre de la réforme, mais avec beauté. Donc c'est pour cela que je fais mes critiques. Oui, je suis d'accord qu'il faut saluer la disposition, mais je m'interroge. Quand on fait une lecture croisée de la loi de 2011-20 et des dispositions du décret, je me rends compte que l'alinéa 2, que la loi de 2020, c'est-à-dire la loi qui a consacré la création du Haut Commissariat de Maître Migan,
Donc, la loi de 2011-20, en son alinéa 2, avait déjà parlé de ce que le décret a dit. C'est-à-dire, on faisait l'élargissement là en disant que tout agent public dont l'acte de nomination prévoit expressément la déclaration doit pouvoir le faire. C'est l'alinéa 2 qui a été supprimé à l'article 12 de la loi de 2020. Et donc, ça c'est une partie de l'alinéa 2, c'est-à-dire c'est la seconde partie de l'alinéa 2. Mais il y a une première partie qui renvoie à une exigence constitutionnelle. Donc c'est pour cela que je dis, je suis d'accord, mais moi je suis dans un flou législatif, ça ne me permet pas de voir à peu près pourquoi est-ce qu'on a supprimé, pourquoi est-ce qu'on est revenu créer une liste. Et l'autre chose, la cacophonie qui est à mon niveau et que certainement les experts après moi vont nous permettre de comprendre, moi ce sont des préoccupations d'apprentis juristes, c'est que on a prévu une disposition dans la loi de 2020 qui dit qu'un décret prévoit la liste des catégories des personnes touchées par la déclaration, l'obligation de déclaration. Et on a rappelé dans le décret que, hormis ceux qui sont prévus dans la Constitution, que nous connaissons les deux, c'est-à-dire le chef de l'État et les membres du gouvernement, voilà, on a rappelé tout. D'accord. Mais au même moment, j'ai dit tout à l'heure que la disposition, l'article 12, n'a pas invalidé, c'est-à-dire n'a pas invalidé toute la loi de 2011. Mais l'article 12 n'a invalidé que l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi de 2011. À partir de cet instant, techniquement, c'est que l'article 3 en son alinéa premier qui consacre la liste des personnes concernées est en vigueur. Et si l'article 3 est en vigueur, le décret ne peut être qu'en conformité avec l'article 3 de la loi de 2011 en vigueur. Et par conséquent, je me rends compte à la lecture, voilà, le nez au vent comme ça, que ce qui est prévu dans le décret est restrictif par rapport à la liste de la loi de 2011. Donc c'est pour cela que je dis, ici, j'ai venu avec des questionnements en tant qu'apprenti juriste, en espérant que les experts qui nous suivent et au travers des colloques, ils vont nous expliquer un peu la cacophonie qu'il y a eu pour qu'on puisse bien comprendre. Mais en résumé sur le principe, c'est que nous avons des tests, on connaît déjà des gens de façon globale, ceux qui doivent déclarer, il faut que les gens aillent déclarer. L'exercice que je fais, vous savez, on va nommer les ministres conseillers tout à l'heure. Si on ne fait pas attention de la compréhension qu'on doit avoir par exemple aux personnes élues à une fonction publique, oui. À une fonction publique, voilà, c'est ça. Il y a une difficulté parce que les ministres conseillers peuvent ne pas se retrouver à faire la déclaration. Pourquoi? Allez revisiter la justice de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'elle a été saisie sur la question, sur le décret qui a apporté création des ministres conseillers, la Cour dit que le poste de ministre conseiller n'est pas une fonction publique au vu des exigences de la Convention de l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais non, je reste toujours dans mon questionnement. On posait des questions. Cette fois-ci, je ne suis pas venu donner des réponses. Merci. Merci à vous. Merci à chacun de vous. Les questions restent, je dirais, ouvertes. Tout à l'heure, on donnera la parole à notre expert dans l'œil de l'expert pour son éclairage, notre juriste Martial Patenon, qui est docteur en droit privé de l'université d'Abomey-Calavi. Et à vous, je dirais grand merci. Merci à vous, Hamzat Ablaye. Merci. Merci. Merci à vous, Landry Adelakou. Merci. Merci à vous et surtout qu'on reparte à la question de la coercition et de l'encadrement de cette question. D'accord. C'est compris. Merci, Abdel Picardi et Omar Salouf. Merci. Merci beaucoup. Le grand rendez-vous se poursuit avec l'œil de l'expert et juste après, nous aurons la rubrique en toute franchise. Et ce plateau recevra Joël Ataï-Gadegui, l'expert en gouvernance. Ce soir, sur le grand rendez-vous, nous parlons de la déclaration de patrimoine et nous aurons donc à partir de ces instants l'éclairage de notre invité, de notre expert dans l'œil de l'expert, Martial Patenon. Bonsoir. Bonsoir, cher Christian. Bienvenue. Vous êtes juriste, vous êtes docteur en droit privé à l'université d'Abomey-Calavi. Merci de répondre présent à notre invitation. Des questions pour vous. Pour commencer, que comprendre par une déclaration de patrimoine? Merci, cher Christian. D'abord, il faut dire que la déclaration du patrimoine doit se comprendre d'abord par la notion même de patrimoine.
et que le patrimoine tel que défini dans le dictionnaire Larousse n'a pas le même sens que le patrimoine qu'on doit comprendre au point de vue juridique. Autrement dit, il s'agit en fait du patrimoine juridique qui est concerné ici en matière de déclaration de patrimoine, c'est-à-dire les biens appartenant à une personne, que ce soit bien meuble corporel ou incorporel. Donc, à partir de cet instant, la loi fait obligation à ce qu'une personne considérée comme étant autorité publique ou agent public puisse faire la déclaration de son patrimoine. En ce sens que si nous rapprochons un peu à un exemple de création d'une entreprise, par exemple, il est prévu dans l'acte uniforme OHADA qu'on peut créer soi-même une entreprise unipersonnelle. Une société à responsabilité limitée, par exemple, unipersonnelle. Et donc, il faut constater que l'individu fait une affectation de patrimoine à une personne morale et est appelé à diriger cette personne morale ou trouver une personne pour diriger cette personne morale. On comprend donc que cette personne qui est l'associé unique va établir un rapport entre son patrimoine qu'il avait, ce qu'il a affecté et qui est déjà parti pour la personne morale, et maintenant ce qui appartient désormais à la personne morale. Donc déjà en prenant cet exemple, on comprend que certaines personnes, quand on prend le compte de la société en tant que compte bancaire, la seule personne se met à toucher l'argent du compte de la société sans se rendre compte qu'en réalité que cet argent ne fait plus partie de son patrimoine. Donc il y a donc une confusion du patrimoine. Donc c'est la philosophie qui sous-tend en fait la déclaration du patrimoine qui est érigée en une obligation. Cela apparaît comme une obligation. L'obligation en tant que lien juridique entre deux personnes, on se rend compte que celui qui est considéré comme agent public va en contrat avec l'État. Donc à partir de cet instant, cette obligation est d'abord une obligation contractuelle qui naît entre l'État et l'agent public ou encore l'autorité publique. C'est pour cette raison qu'on en fait une obligation à la personne de faire la déclaration de son patrimoine. C'est donc une obligation contractuelle, au-delà de toute qualification qu'on peut faire. Alors vous parlez d'obligation, quand on parle d'obligation, on fait référence à un certain nombre de tests. Quels sont alors les tests en République du Bénin qui régissent la déclaration de patrimoine et à qui doit-on déclarer son patrimoine? Alors, pour répondre à cette question, il faut dire que nous avons dans la hiérarchie des normes, au sommet de la hiérarchie, il y a la Constitution. La Constitution en elle-même a déjà prévu cette obligation de déclaration de patrimoine. Il y a la loi 2019-40 qui a modifié la loi de 1990, qui également a précisé, a fait une obligation également de déclaration de patrimoine. Donc, on dirait que cette obligation, sur le plan des tests, est d'abord une obligation constitutionnelle. Il y a des dispositions constitutionnelles, puis après, c'est une obligation tirée également des dispositions législatives. Nous avons la loi 2011 qui prévoit certaines dispositions. Il y a également la loi 2020 par rapport à la création d'un organe au commissariat pour prévenir en fait du point de vue de la corruption. Donc, en plus de ça, nous avons également, l'actualité nous oblige, le décret de 2024 qui donne également des précisions par rapport à la déclaration de patrimoine. Donc on peut résumer pour dire que nous avons sur le plan des tests, des dispositions constitutionnelles, des dispositions législatives et également le décret de 2024 qui est d'actualité. Alors justement, et le second point de la question, à qui doit-on déclarer le patrimoine? Alors la déclaration de patrimoine, ça suit une procédure. Oui. La déclaration est faite au président de la Cour des comptes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'entre-temps, il y avait la Chambre des comptes au niveau de la Cour suprême, mais aujourd'hui, c'est détaché. Nous avons une Cour des comptes en bonne et due forme, et donc la déclaration, elle est faite au niveau du président de la Cour des comptes. Et puis cette déclaration, elle est faite par écrit, c'est-à-dire que c'est une déclaration qui est écrite, et puis il y a également un formulaire que la Cour présente qui permet à l'agent public de procéder à la déclaration. Y a-t-il possibilité de faire des vérifications véritablement
Alors, il faut dire qu'il y a 4 points qui permettent de justifier la déclaration de patrimoine. L'objectif visé, c'est d'abord d'éviter, comme je l'ai dit à l'entame, la confusion de patrimoine. C'est-à-dire que de mettre en opposition l'intérêt général et l'intérêt privé. Parce que c'est vite fait quand on est agent public ou autorité publique qu'on confond rapidement le patrimoine qui relève de l'intérêt général par rapport à son propre patrimoine. Donc il y a d'abord cet élément. Il y a ensuite le but visé de la lutte contre la corruption. Il y a également de trouver un moyen pour garantir un contrôle efficace des fonds publics. Et puis, enfin, il y a également le but de pouvoir éviter l'enrichissement illicite. Donc, au vu de ces éléments, on peut dire que la question de la vérification sera un peu difficile à faire. Pourquoi? Parce que la nature de la déclaration, c'est une déclaration qui est sincère, basée sur la bonne foi. Et donc, du coup, c'est le point de départ. Ce n'est qu'après qu'on peut constater qu'il y a eu une mauvaise foi dans la déclaration et que la déclaration faite, en réalité, ne correspond pas à ce qu'on a constaté. Et donc, les sanctions peuvent survenir. Mais, du point de vue de la vérification, c'est donc des difficultés qui se présentent en réalité à l'application de cette obligation auxquelles on doit trouver des solutions. La vérification, c'est un moyen, ce serait donc un moyen qui va permettre quand même de renforcer cette obligation de déclaration. De sorte que si on met en place des mécanismes de vérification à l'entame, à la prise de fonction et également à la fin de la fonction, ça permettra quand même d'apprécier le contenu de ce patrimoine et de pouvoir faire la différence entre ce que l'agent public avait comme patrimoine et ce qu'il a à la fin de sa fonction. Et justement, on se pose la question de savoir, mais c'est dans quel but? Quel est le but visé quand on invite le citoyen qui entre en fonction à déclarer son patrimoine avant et après son entrée, cette fonction, l'exercice de cette fonction? Quel est le but que vise la loi? Oui, le but que vise la loi en réalité, c'est, vous savez, le développement d'un État ne peut se faire sans certaines barrières. En ce sens que si l'on permettait à ce que tout agent ayant été au contact d'un fonds public se permet de s'attribuer ce fonds au détriment de la population, cela va forcément porter atteinte au développement de l'État. Donc, le but visé, c'est pour obtenir, comment dirais-je, un développement efficace de l'État. En ce sens que lorsqu'on empêche ces agents et qu'on limite ces agents à seulement ce qu'ils gagnent, aux avantages qu'on leur octroie, et que par rapport au travail exécuté, tout avantage leur sont concédés, cela suffirait simplement à cet agent de vivre, d'accord, de ce qu'il bénéficie, sans pour autant chercher forcément à aller au-delà. Et de ce faisant, ça permettrait également à l'État de pouvoir faciliter le développement. D'accord? Si l'agent public se permet d'utiliser les fonds de l'État à des fins personnelles, ça va forcément porter atteinte au développement. Donc, le but en réalité de la philosophie, c'était de permettre à ce qu'il y ait un développement de l'État. Donc, pour éviter que l'État ne soit tout le temps pénalisé par des agents qui entretiennent des rapports négatifs avec le fonds public. Le fonds public. Et donc, une manière de lutter contre la corruption. Absolument. Une manière de lutter contre la corruption, une manière d'éviter l'enrichissement illicite de ces agents, une manière également de contrôler les fonds de l'État, les fonds publics. La dernière question, notre expert ce soir, c'est quand on regarde un peu, on jette un coup d'œil, on a la liste des personnes qui sont concernées par cette déclaration, mais la question c'est de savoir, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues en cas de manquement aux dispositions de la loi? Oui, en réalité, on peut observer que l'agent public peut développer des comportements par rapport à la déclaration de patrimoine. L'agent public peut
refuser, on peut constater le refus de déclaration. On peut constater également le semblant, d'accord, de déclaration, c'est-à-dire que l'agent public ne veut pas, il contourne un peu ce que la loi a prévu. On peut constater également que l'agent public fait la déclaration, mais il fait une fausse déclaration. Donc pour en réalité tromper la vigilance de l'État. Donc dès qu'on constate ces dérives, étant donné qu'on vise la lutte contre la corruption, il y a alors, par son comportement, qu'on peut identifier, d'accord, un acte, un comportement interdit par la loi en termes d'infraction. En termes d'infraction, on va retrouver des infractions liées soit à la corruption, soit on présume que c'est un agent qui en réalité est tenté à la corruption, avec les infractions connexes à la corruption. Donc du coup, sur le plan pénal, il sera facile de pouvoir également trouver des infractions. Et de l'autre côté également, si on constate que par défaut de refus de déclaration ou encore de fausse déclaration, et que par la suite on constate qu'il y a eu enrichissement illicite, par exemple, on va également trouver des infractions. Donc il y aura des sanctions sur le plan pénal qu'on peut retrouver, mais également sur le plan des amendes qu'on peut également appliquer à cet agent-là, en tenant compte de sa rémunération, fixer un certain nombre de mois pour pouvoir lui permettre de pouvoir combler le vide qu'il a créé. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Martial Patenon. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes docteur en droit privé à l'université d'Abomey Calavi, mais vous restez en place puisque nous allons poursuivre cette fois-ci la discussion avec un acteur de la société civile. Il espère en gouvernance. Il sera avec nous, Joël Ataï Guédébé, l'invité en toute franchise. Joël Ataï Guédébé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Oui, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous. Vous êtes expert en gouvernance. Merci de répondre présent à notre invitation. Nous sommes en train d'élaborer autour de la déclaration de patrimoine en plateau. Nous sommes avec notre expert Martial Patenon. On va mener la discussion sur les constats, sur la réalité du terrain. Nous avons les dispositions de la loi. À côté, nous avons l'application. Alors, la déclaration de patrimoine, comment vous l'apercevez? Bon, ça s'est voulu depuis l'adoption de notre constitution, enfin pour ne prendre que la dernière en date, hein, celle de 90, une volonté de moraliser la vie publique, de réfréner la tendance à confondre le bien public avec ses biens personnels. Et essentiellement, c'était le chef de l'État, chef du gouvernement et ses ministres qui étaient astreints au terme de l'article 52 de la Constitution à la dite déclaration de patrimoine. Très rapidement, on s'est demandé si ce n'était pas une disposition folklorique, d'autant qu'elle n'a été jamais suivie de sanctions. On se doute, on a eu des indices très concordants sur des manquements, tant à la déclaration en entrée comme en sortie de fonction, que par rapport à la variation du patrimoine. Et en cas, l'opinion publique, à tout le moins, est restée finalement sceptique sur l'utilité d'une telle disposition. Et donc, sous la pression un peu de la société civile, avec les constats qui ont été faits de part et d'autre, et même l'expérience tirée des autres pays en matière de moralisation et de tenue des comptes publics et autres, bon, le Bénin a fait l'effort de se doter d'une loi anticorruption. Monsieur Patenon le disait tout à l'heure, où on prévoit un certain nombre d'infractions de sorte à pouvoir sanctionner le cas échéant, les manquements. Et donc en 2011, le Bénin a fait l'effort d'aller à la loi anticorruption après avoir adhéré à la Convention des Nations Unies, la Convention de Mérida contre la corruption qui fait un peu le tour de la question et définit pas mal de domaines. Le Code pénal également a fait un effort de mise en conformité, mais il faut tout de suite dire qu'on est loin encore de la coupe aux lèvres en termes de précision. Lui, il est un juriste de droit privé, ils sont encore plus pointilleux sur la définition des peines. Enfin, on dit généralement qu'il n'y a pas de sanction qui n'ait pas été prévue. Donc, à chaque fois, il faut
faut s'assurer effectivement que le dispositif législatif, le corpus juridique en tout cas, règle déjà un tant soit peu la question. Maintenant, nous avons fait cet effort et décidé d'étendre la déclaration de patrimoine aux détenteurs d'autres charges dans la vie publique. On parle généralement d'agents de l'État, ça indique en gros tout agent, toute personne qui est détentrice d'une fonction publique, d'un emploi public ou d'une position en tout cas telle qu'elle mette en œuvre les prérogatives de la puissance publique. Et quand on va à cela, la liste de ceux qui peuvent être touchés est importante, est insoupçonnable. Et donc par rapport à la loi de 2011 et tout ce que l'ancienne autorité nationale de lutte contre la corruption a essayé de faire, parce qu'elle était chargée dans ses attributions de veiller à l'application de la déclaration de patrimoine. Petit changement déjà par rapport à ce que c'était plutôt la Chambre des comptes qui était attributaire de cette mission. Donc tirant leçon un peu de l'inefficacité de cette approche, la NLC avait été responsabilisée pour bien embrasser la question. Mais là encore, on s'est rendu compte qu'on a voulu trop embrasser. Et dans tout ce qui a été fait comme échange, sensibilisation, beaucoup tombaient des nues. Et vraiment, on a beau dire que nul n'est censé ignorer la loi, mais il peut être dramatique d'ignorer la loi en la matière, parce que très rapidement, non seulement vous commettez des infractions qui peuvent vous coûter très cher, quand bien même vous n'avez pas été dans l'intention malhonnête. Et avec l'abrogation de la loi en ce qui concerne la NLC et l'avènement du Haut Commissariat à la moralisation de la vie publique et finalement le décret qui est subséquent, au moins s'agissant de la déclaration de patrimoine, on constate encore qu'on a fait quelques efforts pour élaguer la liste des personnes assujetties, mieux préciser les conditions. Il y en a, on dit par exemple que ce n'est plus 15 jours pour faire la déclaration. Quoique dans la Constitution, ce soit toujours 15 jours en principe pour le chef de l'État et les ministres. Mais au-delà de ça, pour tous ceux qui ont été ajoutés, on porte ce délai de déclaration à l'entrée comme à la sortie à 30 jours. Parce que ça ne va pas de soi. Vraiment, quand vous coltinez à ça, on a beau être propriétaire de ci et ça, on se rend compte qu'on n'est pas en règle. Alors justement, vous êtes très regardant là-dessus, la déclaration. C'est la loi. La loi. Oui, justement. Et cette déclaration de patrimoine, on sait que elle est rentrée dans le langage courant, notamment dans le monde politique. Quel bilan faites-vous aujourd'hui, depuis la Constitution de 1990? Non, sincèrement, c'est un bilan d'inefficacité. Soyons clairs par rapport à ça. On continue de rechercher. Je crois que M. Quatenant a dit rapidement qu'il y a des difficultés à contrôler. Et une des difficultés objectives de l'affaire, c'est comment appréhender l'ensemble des biens d'une personne qui par négligence peut manquer de déclarer certains biens importants. On peut ne pas comprendre l'importance de cela. Donc là, c'est le côté de la bonne foi, mais très rapidement, allons du côté de la mauvaise foi, de la volonté de dissimuler du patrimoine, ses variations, ou surtout l'enrichissement illicite. Il n'est pas interdit de s'enrichir, d'améliorer son patrimoine et autres. La question est dans la licité de cela. Et fondamentalement, la déclaration de patrimoine se veut un moyen de lutter contre l'enrichissement illicite, notamment quand on est dans ces positions dont on a parlé tout à l'heure. Et il faut conviendrait quand même avec moi qu'on a pratiquement appréhendé personne par rapport à ça, bien qu'on se doute, bien qu'on ait des indices relativement concordants sur les libertés qu'on a pu... Alors, vous êtes chercheur. Quel est l'état des lieux que vous faites au-delà des questions juridiques? Est-ce que vous avez ressenti et vous avez constaté que les acteurs se sont véritablement lancés dans cette obligation que fait la loi? Alors, il faut dire que
ces acteurs, au fond, peinent à se conformer à cette déclaration, à cette obligation de déclaration. Parce que, comme je viens de le dire, en fait, ça peut échapper des biens qu'on n'a pas déclarés. Après, quel sera le sort de ces biens si on constate? Est-ce qu'on va considérer qu'en fait ces biens qui ont été acquis, c'est-à-dire venant de l'État, ça pose énormément de problèmes. Et donc, du moment où il n'y a pas une sanction, d'accord, visible, où des personnes ont été sanctionnées, voilà. Il y a une hésitation de pouvoir faire la déclaration où on se dit, bon, le test est là, et donc on va faire comme on veut. Moi, je considère simplement que ces dispositions, ces efforts faits par le gouvernement constituent un moyen de dissuasion. C'est-à-dire, ce n'est que le début. Ça constitue un moyen de dissuasion qui va permettre à ce que quelqu'un qui veut être agent public ou autorité publique va craindre en réalité d'avoir un rapport négatif avec le bien de l'État. Et après maintenant, on va penser à des mesures de coercition très efficaces. Sans quoi, à l'état actuel, on aura de difficultés à pouvoir dire que oui, telle que la déclaration est faite, on pourra sanctionner comme cela se doit. Et même si on pense à la chose, au fond, il y a des éléments qui échappent. Et moi, je propose qu'on puisse, au lieu de dire à la fin, au début d'entrer en fonction et à la fin, c'est-à-dire l'écart est déjà très grand. Est-ce qu'il ne faut pas, peut-être de façon annuelle, permettre à ce que cette déclaration se fasse pour qu'il y ait un contrôle continu. De sorte que chaque année, on fait la déclaration, on voit l'état du patrimoine et on suit l'évolution de ce patrimoine jusqu'à la fin. Parce que si on dit au début et qu'à la fin, c'est-à-dire il y a un écart où on ne pourra pas en réalité contrôler, d'accord, de façon efficace ce patrimoine. Alors justement, que prend en compte le patrimoine? Est-ce rien que les actifs ou ça prend également le patrimoine compte à la fois l'actif et le passif. Seulement que de ce point de vue, il est prévu dans les textes que c'est un patrimoine personnel. Et en ce sens, il ne faut pas oublier, il y a des personnes qui sont mariées, si on rentre dans le régime matrimoniaux, des personnes qui sont mariées, qui sont sous des régimes de communauté. Là également, il y a une extension au conjoint, de façon indirecte, parce que ce patrimoine, en réalité, constitue le patrimoine commun des deux. Donc, dans le contenu, on peut également tomber sur cet aspect du patrimoine qui touche également le conjoint quand on est en présence d'un régime de communauté. Et l'autre chose également, les agents publics peuvent développer des mentalités dans le sens de se faire attribuer, par exemple, des avantages pour augmenter leur patrimoine. Quand on prend par exemple, notamment au niveau des autorités politiques, c'est-à-dire que des travaux publics à réaliser, les pourcentages, d'accord, qui sont des pourcentages non exigés par la loi et que parce que c'est moi qui vous attribue le marché, je voudrais obtenir 10% ou 20% sur le marché. Alors à partir de cet instant, c'est un fonds de République de l'État qui est destiné en réalité à la réalisation d'un intérêt général. Et donc, ce que vous percevez en réalité, ça vient augmenter votre patrimoine. Cette attribution, c'est une attribution clandestine. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, l'État aura des difficultés à pouvoir quand même mettre la main sur ces avantages-là. Mais pourtant, les agents publics ou les autorités publiques peuvent également sortir. Donc, je pense qu'il faut faire un contrôle permanent. D'abord, considérer que c'est des mesures de dissuasion, puis après maintenant, continuer l'effort pour faire un contrôle de façon continuelle, annuelle, pour pouvoir... c'est une proposition, qu'est-ce que vous en dites? Oui, fondamentalement, c'est la mise en œuvre de la maxime selon laquelle la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Et tout irait bien si chacun faisait cet effort-là sans attendre d'avoir le fouet derrière lui ou devant. Et on l'a essayé avec ceux qui étaient détenteurs des plus hautes fonctions de l'État. On connaît le bilan. Maintenant, sa proposition que la déclaration se fasse au moins de façon annuelle est relativement prise en compte par le nouveau décret qui vise une catégorie ou certaines catégories d'agents assujettis, généralement les gestionnaires de crédit et autres là, donc ceux qui sont dans la chaîne des dépenses publiques, qui manipulent beaucoup de sous. Là, un peu comme les contrôles de caisse et autres, la déclaration le décret stipule que tous les 2 ans,
il faut reprendre cela. Et déjà, parce qu'il y a des chances que le volume se soit substantiellement modifié, pour ne pas dire augmenté, et presque indûment. En tout cas, l'État, à travers la loi, se donne ou doit se donner les moyens de tacler l'enregistrement illicite. Tout ce qui est enrichissement sans cause doit pouvoir être sanctionné. Et donc, à chacun de faire attention un peu à ce niveau. Mieux, l'actuel décret essaye d'isoler le conjoint, la famille. On a tout fait de dire non, ça ne m'appartient pas. Et ce que vous voyez là, c'est pour mes enfants, pour mon épouse ou mes deuxièmes, mes trois X bureaux. Bon, donc on essaye quand même de cibler, de circonscrire à l'agent de l'État. C'est en partie une faiblesse, mais ça se voudrait probablement une volonté d'efficacité pour ne pas trop se disperser. Parce que, au fond, le contrôle de patrimoine est fastidieux. À cette allure-là, l'agent de l'État, finalement, lui-même n'aura pas de patrimoine. Il mettra à la disposition de... Et ben oui, l'être humain est ondoyant, a plus d'un tour dans son sac pour transgresser la loi et s'appuyer sur les silences ou les faiblesses. Non, il n'en manque pas. Mais je crois que ce qu'il faudrait davantage appeler, c'est beaucoup plus une prise de conscience des uns et des autres, et fondamentalement. Et tout le monde n'est pas pourri, perverti. Non, mais parfois, de très bonne foi, on peut se retrouver sous le coup de la loi, notamment cette loi-là, parce que nous avons pris de très mauvaises habitudes. La corruption est enchâssée socialement chez nous, dans nos pratiques. On ne se rend même pas compte de ce qu'on est déjà sous le coup de la loi, par certains de nos actes, qui sont très tolérés socialement, voulais-je dire. Et enfin, les institutions qui sont chargées du dit contrôle, comme la Chambre des comptes et désormais la Cour des comptes, n'ont pas les moyens, n'auront pas de sitôt ces moyens. Et la Cour des comptes est déjà chargée de contrôler les comptes de l'État. Oui. Vous connaissez le rythme auquel tout ça va. Et maintenant de s'intéresser aux individus et in situ personnels, c'est pas évident. Et chez l'espoir, je veux rester optimiste en pensant que institutionnellement, la Cour des comptes, non seulement a des prérogatives plus étendues, aura plus de moyens pour mener les missions de contrôle. Et fatalement, ce seront des contrôles suite à des dénonciations. Et il ne faut pas que le citoyen se prive de jouer son rôle, de participer à la veille en dénonçant à bon escient. Ce n'est pas de la délation qu'on parle. Deuxièmement, et par les contrôles ciblés, ou par secteur, ou en tout cas, on peut pas, c'est par sondage et de manière ciblée que là où il y a raisonnablement, où il y a manifestement des indices que quelque chose ne tourne pas rond, oui, la Cour des comptes est désormais fondée avec l'ensemble des pouvoirs qui sont les siens et à aller franchement bousculer quelqu'un. Et autour de ça, il y a d'autres dispositifs de surveillance à travers les banques. La CENTIF, j'oublie la définition, mais qui s'intéresse aux informations financières fondamentalement et qui doit coopérer à la manifestation de la vérité. Parce que le blanchiment de capitaux est une manière de faire varier extraordinairement le patrimoine et presque à l'insu de tout le monde. En quelques secondes, on peut transférer des milliards à l'autre bout du monde et vice-versa. Et donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut s'atteler à tacler. Vous êtes en col blanc, la délinquance en col blanc est très prodigieuse et ces ravages sont terribles pour le bien-être général, pour le développement d'un pays, ce qui passe par cette forme de corruption, au-delà de la petite corruption que nous voyons, que nous excusons en disant les gens sont mal payés. Bon, enfin, il y a l'autre également qu'il faut sérieusement tacler. Et je profite pour dire que le financement public des partis politiques, parce que
une des motivations de ceux qui détournent n'est pas toujours de s'en mettre plein les poches. Parfois, c'est pour la cause du parti. C'est pour la volonté de gagner le pouvoir politique. Et les 10% interviennent. Quand je suis là, ben, j'attribue le marché, on me rétrocède de quoi financer la campagne. Entretenir la base, la clientèle. Et nous mangeons tous à ce atelier-là également. Et donc, quand le financement public est bien fait, au moins, ça ôte l'excuse aux partis politiques, aux politiciens que c'était pour la bonne cause, et ainsi de suite. Donc c'est de proche en proche, peut-être qu'on va mettre un dispositif dont les mailles permettent de capturer, d'attraper quelques poissons indélicats. J'ai une préoccupation, docteur Pathenon. La déclaration est-elle rendue publique ? Quand le citoyen concerné va faire sa déclaration, est-ce que la Cour des comptes rend public ce qu'il est venu déclarer? Alors, une fois la déclaration faite, la Cour des comptes en réalité ne rend pas public la déclaration. Donc du coup, ça permet à la Cour de pouvoir analyser et de voir quels sont les éléments, d'accord, qui lui permettent de pouvoir vérifier si entre-temps il n'y a pas eu enrichissement illicite ou pas. Et ce n'est qu'à l'issue de ça que si on constate qu'effectivement tel agent a posé un acte contraire à la loi, qu'on peut maintenant, d'accord, dénoncer et publier pour permettre à ce que tous les agents qui en réalité aspirent à la fonction ne puissent pas également procéder de la sorte. Donc du coup, c'est une manière de... C'est par étape en fait, c'est par étape que la Cour procède. Voilà, d'accord. Dit comme ça, permettez, ça donne l'impression que la Cour, en recevant la déclaration, s'attelle à en vérifier la véracité, la sincérité et autres. Malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est rangé. Et c'est quand il y a des indices qu'on ressort et qu'on fait, et comme il a dit, et les juges et autres, là, les contrôleurs, s'il n'y a pas les frais de mission, s'il n'y a pas des moyens précis dédiés à ça, ils ne feront pas plus que ce qu'ils font d'ordinaire, et ça fait que les choses s'entassent. On peut aussi soupçonner la complicité. La complicité entre les chargés du contrôle et également l'agent public. Est-ce qu'il y a une complicité pour en réalité ne pas bénéficier en retour? Donc du coup, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Donc on attend de voir. Vous avez posé la question de la publicité. Le Bénin a fait définitivement l'option du secret. Et dans d'autres pays, la déclaration est rendue publique, même des pays comme les nôtres, le Sénégal, la dernière fois, même au Burkina, même les putschistes ont sacrifié à cela. Nous avons fait un autre choix que certains défendent, qui est critiquable, mais à l'inverse également, est-ce qu'il est absolument utile de donner cette publicité au bien de quelqu'un? Donc la loi renforce plutôt les dispositifs qui proscrivent la publicité intempestive. Maintenant, si on a besoin d'y voir plus clair, il y a des agents assermentés, des gens qui sont fondés à vous poser les questions. Et êtes-vous très regardant sur le principe au niveau de la société civile? Oui, au-delà de la société civile, je dis tout citoyen devrait l'être. On ne peut pas laisser faire, c'est notre bien, ce sont nos impôts. Il n'y a pas de raison d'être complaisant par rapport à ça. Maintenant, il y a des gens qui sont responsabilisés pour mettre en œuvre la puissance publique, et entre l'un et l'autre, on a besoin encore de mieux informer, de mieux sensibiliser. C'est une question de tous les instants, même dans les pays développés, et à part un peu les pays scandinaves où le niveau de vertu est assez élevé. Les questions se posent toujours. En France, ils ont choisi ce qu'ils appellent la haute autorité de vérification de je ne sais pas quoi. Pas plus tard qu'avec le gouvernement Macron, il y a 1 à 3 ministres qui ont quand même été épinglés pour des variations de leur patrimoine, des silences sur leur déclaration. Et pourtant, il y a une grande culture de la déclaration, non seulement du patrimoine, mais je trouve que nous ne faisons pas assez par rapport aux déclarations de conflits d'intérêts ou d'intérêts. Vous avez parlé des épouses ou autres de la famille. On devrait signaler parallèlement ou en même concomitamment à la déclaration de patrimoine, faire une déclaration d'intérêt
intérêt. J'ai peut-être un frère qui est dans tel domaine, connexe à mes fonctions. Et si on sait ça, on ne peut plus laisser la corde sur le cou à quelqu'un. Donc, il y a encore des précautions qu'on pourrait prendre pour mieux assainir le terrain, mais c'est une œuvre de longue haleine. L'essentiel est qu'il y ait de la continuité, de la diffusion et de la propagation. Merci à vous. Merci à vous, Joël Ataï-Guédégué. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes expert en gouvernance. Merci de cette disponibilité dont vous faites monde. Bon vent à votre émission. Merci. Je découvre. Merci bien. Et à vous, Dr Patelon, merci beaucoup. Docteur en droit privé à l'université d'Abomey-Calavi, vous étiez notre expert sur le plateau du grand rendez-vous. À tous les téléspectateurs, nous disons bien merci. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous dimanche prochain. Portez-vous bien. Au revoir.